Donc la conférence débat qui nous réunit ce matin a pour titre de la présidence allemande à la présidence française de l'Union européenne, oser un agenda positif pour la Turquie et les relations transatlantiques. Vaste sujet, d'autant que nous avons un temps imparti assez court, mais il est clair que l'Union européenne, au cours des dernières années, a eu beaucoup de difficultés dans ses relations transatlantiques et dans ses relations, par ailleurs, avec la Turquie. Alors évidemment, avec les États-Unis, ce fut la séquence compliquée avec l'administration Trump. C'est désormais derrière nous. Pour autant, est-ce que l'on peut considérer que les relations seront plus aisées avec la nouvelle administration Biden? Et puis, évidemment, avec la Turquie, je n'y reviens pas, les tensions à maintes reprises et sur des sujets très différents ont été pour le moins compliquées et confuses. Donc, au vu des défis communs qui se posent à ces différents acteurs des relations internationales, on ne peut imaginer et on ne peut se contenter de voir la pérennisation de cette situation conflictuelle, turbulente, qui nous empêche en réalité de nous projeter efficacement vers l'avenir. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'organiser ce débat ce matin pour tenter de faire le point. Je pense que le sujet il est très vaste et probablement allons-nous, dans les échanges, nous concentrer plus sur la relation entre l'Union européenne et la Turquie, mais il est évident que nos intervenants, Dorothée et Joachim, pourront, s'ils le désirent et s'ils le jugent utile, aborder aussi la relation transatlantique. Ils en sont évidemment parfaitement libres. Alors la première question, j'aimerais la poser à Joachim, puisque nous savons qu'en 2020, l'année dernière, les tensions ont été très fortes entre l'Union européenne et la Turquie, et nous avons constaté que la chancelière, l'ex-chancelière, doit-on dire désormais Angela Merkel, notamment au moment où elle présidait l'Union européenne, a eu une attitude, une approche de la relation avec la Turquie qui était plutôt basée sur la négociation, sur la médiation, pour tenter de trouver des formules de compromis. Ce que j'aimerais savoir, Joachim, c'est est-ce que nous pouvons considérer que cette posture, cette méthode, sera maintenue, sera poursuivie par le nouveau gouvernement de coalition qui vient de prendre ses fonctions il y a quelques jours? Merci Didier. Moi je mettrais comme titre sur la politique, sur la future politique allemande vis-à-vis de la Turquie, le titre « Dialogue critique ». Peut-être plus critique que pendant Angela Merkel. Lisez simplement le contrat de coalition, les pages 154-155. Il y a 8 lignes en tout sur la Turquie qui disent oui et non. Oui au dialogue, vu l'implantation, l'importance, ce que j'appelle des Turcs, de cette relation entre la Turquie et l'Allemagne, avec officiellement 3 millions de Turcs qui vivent en Allemagne, je dirais, ce sont en réalité nettement plus, c'est entre 4 et 5, dont la moitié binationale, donc un électorat aussi important en Allemagne. Par exemple, les statistiques disent, ou les sondages disent, que 40% des Turcs en Allemagne qui ont le droit de voter votent SPD. De l'autre côté, les chrétiens démocrates, même auprès des Turcs, sont dans une certaine montée. De l'autre côté, ce qui est extravagant presque, les mêmes Turcs qui votent social-démocrates en Allemagne votent AKP en Turquie, dans la majorité. Contradiction de cette population qui est assez bien intégrée si je compare, je dirais, une certaine population en France. Il y a quand même certaines différences, mais aussi à voir par l'histoire et par le développement pratique. Lorsque je regarde les partis politiques, regardez le Bundestag allemand, regardez les différents partis, vous y trouvez des membres d'origine turque, naturalisés en Allemagne, ou nés même en Allemagne, la 3e génération déjà, et cet électorat
a une certaine importance pour les partis politiques. D'où, je dirais, ces mots dans le contrat de coalition, je dirais à première vue contradictoires. D'un côté, la plainte du développement réel en Turquie, de l'autre côté, la disponibilité pour la continuation des dialogues. Lorsque je parle avec des députés de cette nouvelle coalition, il y a derrière les lignes un espoir. Ce sont les élections en Turquie de 2023. Sans le dire à haute voix, mais ce qui est derrière les coulisses, si vous voulez. Mais jusque-là, mon titre serait dialogue critique, avancée pratique, pragmatique, si possible, mais de l'autre côté, la Turquie devra faire face à une critique plus exprimée côté politique allemande que jusqu'à présent. D'accord. Alors Dorothée, moi je vais te poser une question presque symétrique à celle que je viens d'évoquer avec Joachim. C'est que autant la chancelière Merkel avait adopté une posture de négociation, autant le président français, pour sa part, a choisi une autre méthode dans ses relations avec la Turquie, puisqu'il avait même évoqué que Erdogan ne comprenait que le rapport de force brutal. On nous explique que les mois ont passé, qu'il y a une volonté de se rapprocher, de reconstruire une nouvelle forme de dialogue avec la Turquie. Je n'en suis pour ma part pas totalement convaincu, mais j'aurais aimé écouter ce que toi tu penses de cette hypothétique évolution dans la façon de traiter notre relation avec la Turquie. Et quelles sont les conséquences que cela peut avoir dans la future présidence de la France de l'Union européenne? Alors, merci pour cette question à laquelle la réponse n'est pas si évidente, parce qu'en fait, c'est un peu une boîte noire, les relations franco-turques. On a pas mal travaillé cette année sur la suite des désaccords en Méditerranée orientale, où on a vraiment eu effectivement un pic, une quasi-confrontation. Et là, on a eu un sujet franco-allemand très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre en regard la présidence française et la présidence allemande, c'est un peu artificiel, sauf qu'il y a une nécessité de coordination franco-allemande sur la Turquie qui ne se fait pas, ou qui se fait uniquement dans les moments de crise. Et c'est une coordination qui n'aboutit pas forcément à des convergences ou à des coopérations réelles. Donc là, en l'occurrence, sur la Méditerranée orientale, on a eu effectivement une Allemagne qui était dans une posture de médiation assumée, et la désescalade, elle est plutôt due probablement au mécanisme de désescalade au sein de l'OTAN. C'est là que le transatlantique a effectivement une pertinence aussi dans notre sujet. Mais effectivement, l'Allemagne, pour toutes les raisons que Joachim a données, ne peut pas traiter la Turquie de la même façon, parce qu'elle a une immigration turque plus importante chez elle, elle a des enjeux économiques qui sont beaucoup plus importants que la France. C'est un partenaire extrêmement important pour la Turquie. Et la France est dans un face-à-face beaucoup plus diplomatique avec la Turquie en réalité, qui est un face-à-face de compétition de puissance, aujourd'hui, assumée par la Turquie, admise par la France à regret, après des années d'observation d'une montée en puissance de la Turquie, et donc sur un certain nombre de théâtres, dont la Méditerranée orientale en est un, mais la Libye évidemment en est un autre. Demain, le Caucase pourrait en être un autre, même si pour le moment la France est abstenue sur le Karabakh d'être très présente. Donc on a une France qui, elle, gère la Turquie de façon traditionnellement plus politique étrangère, diplomatique. Sauf qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les enjeux internes, en France et en Allemagne, deviennent assez similaires. Le sujet de l'attitude de la diaspora turque en France a été soulevé par Emmanuel Macron fréquemment. La question de l'islam de France est quelque chose qui a incité les Turcs à réagir. Quand il y a un peu plus d'un an, Tayyip Erdogan appelle le président français à examiner sa santé mentale, je crois que c'est difficile à oublier, évidemment, au bout d'un moment, la montée aux extrêmes rhétoriques, elle laisse quand même des traces. C'est à la fois parce qu'il y a cet affrontement diplomatique, mais aussi parce qu'il considère que la France ne gère pas la question de l'islam de manière correcte. Et donc on a des Turcs qui partent dans
la lutte contre ce qu'ils considèrent être de l'islamophobie un peu partout en Europe et qui considèrent finalement que la France, c'est la tête de pont de l'islamophobie en Europe. Donc ça, effectivement, ce n'est pas un terreau très positif pour rapprocher la France et la Turquie, sauf que, précisément, si on reprend le volet diplomatique, si on a eu une désescalade, c'est aussi parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, parce qu'on a besoin des Turcs. On a besoin de travailler avec eux très sérieusement sur un certain nombre de sujets, des sujets de sécurité régionaux, des sujets de police. La question du retour des djihadistes est une des questions sur lesquelles la coopération avec la Turquie a toujours très bien fonctionné. La question des migrants a été relancée par la débâcle à Kaboul, où on a vu que là, peut-être pour la première fois depuis longtemps, on avait l'impression d'une nécessité de coopération réelle entre l'Europe et la Turquie, avec une Turquie qui voulait se protéger d'un éventuel afflux de réfugiés afghans qui auraient transité par son territoire pour aller vers l'Europe. Et donc, bon an, mal an, une fois qu'on s'est aperçu que de toute façon on n'allait pas arriver à une confrontation militaire avec la Turquie, il faut qu'on arrive à trouver des points d'entente, sachant que les ressources, les qualités des deux côtés pourraient, et ça on en discutera dans un second temps, amener à des coopérations extrêmement fructueuses s'il n'y avait pas cette absence de confiance complète pour le moment. Et dernier point évidemment, si Joachim a caractérisé comme dialogue critique cet échange entre l'Allemagne et la Turquie, en France, il ne faut pas se faire d'illusions, ça va être l'évitement pendant 6 mois. Ça ne va pas être la confrontation, mais ça va être l'évitement, parce qu'on est en présidence française de l'UE avec un sujet turc qui est extrêmement sensible, et on est en année électorale avec un président Macron qui en réalité aura 3-4 mois de présidence française de l'UE utile, et 2-3 mois de campagne. Et pendant cette campagne, et dans le contexte européen, on ne voudra pas entendre parler de la Turquie parce que ce n'est pas un bon sujet, ni pour l'Union européenne. On va discuter là au Conseil d'éventuelles sanctions sur Chypre, ni dans le contexte français. Et on a vu les derniers jours un rapprochement intéressant lors de la visite d'Emmanuel Macron en Hongrie. Parce que c'est un petit peu la préfiguration d'un débat qu'on aura au sein du Conseil européen sur les bases des futures propositions de la Commission pour le renforcement de nos frontières, du contrôle de nos frontières extérieures, sujet migration, d'où un sujet, on n'a pas mentionné la Turquie dans ses pourparlers, mais ce que j'appelle, c'est celui qui est à table sans être à table. D'où une certaine nécessité d'un dialogue avec la Turquie au sujet, je dirais, du contrôle de la migration. Bien sûr, oui. Même sous présidence française et surtout pendant les 6 mois, vu, je dirais, ce que Emmanuel Macron a indiqué lors de sa visite en Hongrie. Oui, mais Emmanuel Macron a beaucoup de priorités pour la présidence. Non.